Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures et bien sûr nous sommes ensemble sur Sud Radio. Eh bien, on est peut-être tous un petit peu plus ou moins fous, plus ou moins normal. En tout cas, c'est le propos de mon invité, mais rassurez-vous, cela n'a rien d'étonnant puisqu'il est psychiatre. Patrick Lemoine est avec nous et comme toujours, son livre est surprenant, étonnant, mais au fond terriblement rassurant. Plutôt que de stigmatiser les insomniaques, les borderline, les dépressifs, les anorexiques, les hyperactifs et j'en passe, d'autres spécimens, il nous propose une lecture un peu plus sympathique de tous nos symptômes. Et oui, nos symptômes ne sont pas forcément des ennemis, ils ont aussi des avantages. Et puis après tout, est-ce qu'on n'est pas tous un peu névrosés, obsessionnels ou que sais-je encore ? En tout cas, Patrick Lemoine va nous aider à considérer nos travers ou ceux de notre partenaire sous un meilleur angle. Et si vous avez besoin de conseils éclairés pour mieux réagir, si justement votre partenaire est peut-être trop anxieux ou trop maniaque, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre. Et pour ça, vous nous appelez au 0826 300 300. Bonjour Patrick Lemoine. Bonjour Brigitte. Alors on est tous un peu fous ou finalement quand on lit votre livre, on a l'impression que être normal, c'est pas possible. Et non, je suis pas du tout d'accord avec ça. C'est que justement, pour être normal, il faut être capable d'être fou quand il faut, d'être triste quand il faut, d'être anxieux quand il faut. La normalité, c'est savoir jouer de toutes les cordes de notre arc humain. C'est ça, oui. C'est en ça que je dis que votre livre est rassurant. Vous êtes d'accord ? Oui, je pense que si l'évolution a sélectionné et conservé des symptômes, c'est pas pour rien. C'est que ça sert à la marche de l'humanité, mais aussi à nos marches individuelles. Vous êtes très darwinien, donc. Hein ? Très, résolument darwinien. Ça, j'avais déjà remarqué avec vos autres livres. Alors, en tout cas, celui-ci vient de sortir, il est tout beau. À quoi servent les symptômes ? C'est aux éditions Odile Jacob. Et vous passez en revue, en effet, des mots qui, quand même, dans l'ensemble, font un peu peur. Vous êtes d'accord si tout d'un coup, on vous disait, votre partenaire, vous savez, elle est quand même particulièrement, je sais pas moi, borderline. On n'a pas tellement envie d'aller passer devant Monsieur le maire pour se marier. Et pourtant, certes, c'est gérable. Et pourtant, c'est gérable effectivement, et même c'est utile pour la société, et même parfois pour l'individu. Cela étant dit, quand on lit votre livre, vraiment, on voit bien qu'il y a quand même des symptômes peut-être utiles pour la société, mais qui sont pas forcément très. Oui, je vais pas crier super, je suis schizophrène, je vais peut-être pas dire ça. Non. Mais je me pose quand même la question. Même la psychose, c'est quand même pas. Oui. Mais c'est vrai que dans certaines circonstances, les personnes qui souffrent de délire, d'hallucination, sont par exemple en Afrique noire des talismans, des gens qu'on chouchoute parce qu'ils sont en prise avec les dieux qui leur envoient les rêves, les hallucinations. Et donc ce sont des chamans. Et donc, ils ont une utilité aussi, et ils arrivent à avoir des vies assez épanouies. Alors, vous faites la liste de toutes les grandes célébrités qui ont été dyslexiques ou qui le sont, parce qu'il y en a qui sont encore vivants dans votre liste. C'est impressionnant. Et pourtant, c'est vrai que dyslexie, on a l'impression que c'est une tare, finalement. Eh oui. Par exemple, là, je prends cet exemple qui est peut-être le plus caractéristique. Je fais pas exprès. J'ai pas fait exprès, mais je pense que c'est peut-être le plus positif. Mais c'est vrai qu'il y a des métiers, des fonctions où être notamment dyslexique, c'est un atout. Beaucoup de chefs d'entreprise américains, effectivement, sont dyslexiques. De même, il y a des métiers où être daltonien, c'est un atout. J'ai même dans ma famille proche. Par exemple, dans ma famille proche, un garçon, un gendre, pour rien vous cacher, qui est daltonien. Et il est sensationnel comme designer d'automobile. Ça peut paraître paradoxal parce que les carrosseries vous en parlez couleur, dans le livre. Mais quand même, ça l'aide parce que justement, il n'est pas pollué par les couleurs et il va vraiment à l'essentiel. Il va dans les formes. On précise, daltonien, il voit tout en gris, plus ou moins clair. Alors ça dépend si c'est plus ou moins important, mais souvent les daltoniens, quand ils cueillent des framboises, ils ont un peu de mal à savoir si elles sont mûres ou pas. Par exemple. Bon, en bref, en tout cas, moi, ça m'a amusé de lire votre livre, mais je crois quand même qu'il faut bien comprendre qu'il y a
malgré tout, par exemple, si on est dépressif, il faut quand même aller voir un psychiatre pour aller mieux. Il ne faut pas se dire chic, je suis dépressif, du coup, ça va être bien pour la société. C'est vrai, mais d'un autre côté, c'est pas une raison à la première larme pour d'avaler un comprimé de Prozac. C'est pas forcément une bonne idée. Il y a peut-être d'autres moyens, justement, de faire face, voire d'utiliser. Parce que clairement, et ça, Dieu sait si j'en ai vu des personnes souffrant de dépression dans ma vie, elles sont meilleures après qu'avant. Il y a quand même une prise de conscience, une maturation. Il faut en sortir. Ça, c'est mon job, pour le coup. Oui, bien sûr. Mais enfin, il faut bien savoir que malheureusement, il y a des dépressifs qui se suicident. Ça, c'est sûr. Donc, et c'est pareil. Mais vous êtes assez enfin, il y a des psychiatres qui sont très médicaments. Vous, c'est pas tellement votre dada. Hein. Vous êtes plutôt parce que même pour l'insomnie, vous n'êtes pas du tout pour. Ça, dans l'insomnie, clairement, faut jamais prendre ces produits toxiques qu'on appelle les somnifères. Ce qui est une escroquerie intellectuelle, parce que somniférer, ça veut dire apporter le sommeil. Or, sous somnifère, on dort pas, on est empêché de se réveiller. Et c'est très différent, c'est une anesthésie légère, c'est pas du sommeil. Et en plus, on sait qu'il y a une toxicité à terme. Je parle pas de l'Alzheimer, je parle pas du Covid, tout ça c'est aggravé par les somnifères. Donc c'est vrai que clairement, dans mon domaine quel est le sommeil, les médicaments, on va dire pharmacologiques, c'est pas une bonne idée. En revanche, dans le trouble bipolaire, je prescris systématiquement des régulateurs de l'humeur parce que c'est une maladie qui mène effectivement souvent au cimetière, exactement, ou au déshonneur. Et on arrive à les guérir, j'ai pas peur du terme, guérir comme un diabétique guéri grâce à l'insuline. Alors moi, je l'ai dit, hein, on prend plaisir à lire votre livre. Vous racontez beaucoup d'anecdotes, notamment l'anorexie de Jeanne d'Arc, qui, grâce à ça, ne s'est pas fait violer par tous ces soldats. En gros. Vraiment un ouvre-boîte avec ça. Voilà, donc son armure. Et puis vous parlez un petit peu de vous aussi. Je ne savais pas que vous avez saoulé les chèvres quand vous étiez petit. Bon, oui, j'ai honte encore. Vous avez moi honte, qui veux un grand défenseur des animaux, qui prépare un livre à ce sujet. C'est vrai que quand j'étais un ado, on faisait des bêtises, parce que pour échapper aux parents, à Thonon, en Haute-Savoie, on avait repéré un refuge de montagne, on allait en bande, on s'amusait beaucoup, et un de nos jeux, effectivement, je devrais pas le répéter, ça j'ai honte. Je mettais un petit peu de rhum dans les cigarettes. Alors, vous dites j'ai honte, et puis moi qui vous vois, et ceux qui nous regardent sur YouTube peuvent vous voir, vous dites ça, puis vous avez un grand sourire. C'est vrai. Faut dire qu'une chèvre bourrée, je suis sûr, c'est un vrai spectacle. Oui. On mettait un peu de rhum sur une cigarette qu'elle mangeait avec délectation. Elle faisait des cabrioles, elle faisait des farces, c'était absolument génial. Mais les paysans, le lendemain, ne comprenaient pas que leur lait, il a un drôle de goût quand même. Ouais. Bon, en tout cas, ça s'appelle À quoi servent les symptômes. C'est aux éditions Odile Jacob et avec vous, donc on va passer certainement grâce aux auditeurs à un certain nombre de symptômes et puis vous pourrez réagir et avec évidemment un œil très positif. Ça va changer de ce qu'on entend d'habitude sur ces symptômes qui font peur d'ailleurs, hein, souvent. C'est vrai que je suis pathologiquement optimiste et donc je peux pas m'en empêcher effectivement. Ça doit être à cause des chèvres, ça. Allez, on fait une petite pause et puis dans un instant, on retrouve Karen qui nous a déjà rejoint. Sud Radio, votre avis fait la différence. Vous êtes auditrice de Sud Radio depuis longtemps ou pas ? Depuis plusieurs années, depuis que je me suis rendu compte qu'on ne nous disait pas tout à la télévision. Sud Radio, parlons vrai. Bonsoir, c'est le livreur Amazon. Oh, Joe Wilfried Tsonga. Amazon vous livre Roland Garros. Dès le 26 mai, profitez des 11 matchs du soir en direct et en exclusivité sur Prime Video. Inclus avec votre abonnement Prime. Abonnement payant obligatoire, voire tarifs et conditions sur amazon.fr/prime. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Patrick Lemoine. Patrick Lemoine qui nous avait raconté pendant quelques semaines le diagnostic psychiatrique de nos grands hommes, n'est-ce pas ? Et on en avait appris beaucoup sur Napoléon, Jules César et Jésus et je ne sais qui, aussi Hitler évidemment, parce qu'il n'y avait pas que des hommes sympathiques dans vos derniers livres. Ils ne sont pas tous très sympas. Oui. Non, je vous le confirme. Le nôtre de président, vous avez commencé le diagnostic. Je vous poserai pas la question à l'antenne, ne vous inquiétez pas. Mais vous avez une idée, j'imagine, en tant que psychiatre. J'ai quelques idées, mais je me suis quand même interdit de parler des gens vivants, des contemporains, parce qu'ils m'ont rien demandé. Je me suis juste permis une toute petite incise sur Poutine, Poutine étant un peu caricatural quand même.
Pas besoin d'être psy pour savoir qu'il est parano. Oui, et vous en avez déjà parlé d'ailleurs, je crois que vous en parlez dans votre livre. Oui, c'est pour ça que je me suis permis. Oui, je me souviens. Bon, en tout cas, ce dernier livre qui vient de sortir, c'est Les symptômes que vous passez en revue. À quoi servent les symptômes? C'est aux éditions Odile Jacob. Et nous avons une grande anxieuse en ligne, je crois. Bonjour Karen. Bonjour Brigitte, bonjour Patrick. Bonjour Karen. Ça va? Pas trop anxieuse de parler avec nous? Ça va. Ça va? J'apprends à gérer avec les années et avec les coups durs, mais c'est vrai que ça fait... En fait, c'est le descriptif, ce que vous avez évoqué dans le cadre de l'introduction. Il y a plusieurs points qui m'ont interpellée, on va dire, à savoir effectivement la dyslexie, l'anxiosité, les insomnies, etc. Et j'ai fait un burn-out il y a 3 ans et c'est vrai que j'ai engagé une démarche psy parce que je me suis bien rapidement rendu compte que j'allais pas m'en sortir toute seule. Et ce que vous évoquiez aussi sur les médicaments, c'est-à-dire que ne pas forcément passer par des médicaments, c'est vrai que certains thérapeutes ont l'ordonnance facile, on va dire, mais c'est difficile. Alors moi, je rajoute en plus là-dessus quelque chose que vous n'avez pas évoqué, à savoir l'hypersensibilité. Donc ça fait un peu un combo gagnant, on va dire, pour être effectivement anxieux, pour appréhender les situations, les gens d'une manière qui peut paraître décalée, on va dire. Et souvent, je me sens pas raccord avec la société. Parce que il y a le côté anxieux qui prend le dessus à un moment, à un autre moment ça va être le côté hypersensible et je me sens pas j'ai vraiment du mal de plus en plus avec certaines situations et ça s'en ressent dans ma vie. Vous voulez dire que vous avez l'impression que votre anxiété augmente au fil du temps? Elle augmente au fil du temps, néanmoins j'arrive à mieux la gérer. Mais le fond est de plus en plus... je suis de plus en plus anxieuse par rapport à plein de choses. Qu'est-ce que vous avez envie déjà de dire à Karen, Patrick Lemoine? J'ai envie de dire à Karen qu'en ce moment, quand elle nous parle, elle ne paraît pas si anxieuse que ça sur l'instant, ce qui ne me paraît pas très raisonnable de sa part, parce que parler avec un psychiatre, c'est quand même pas très prudent. J'ai quelques années de pratique. D'accord. Vous êtes blindé. Vous les avez apprivoisés peut-être un peu quand même, oui. Oui, et puis le fait de, je pense que j'ai caché, j'ai enfoui pendant des années ce que je pouvais ressentir, ce qui pouvait m'agresser, et seulement maintenant je commence à le laisser un petit peu émerger, mais c'est très difficile. Vous savez, Karen, que moi j'aime bien revenir toujours au corps, qui pour moi est le messager le plus fiable. Je crois que dans ce que vous racontez, l'insomnie, l'anxiété, c'est que le mental finalement est un petit peu une tour de contrôle permanente, non? Oui, la tête est complètement dissociée du corps. Ouais. Et donc il faut peut-être revenir à des pratiques un peu comme la relaxation. Alors la méditation, moi je suis pas convaincue pour des gens très anxieux que ça marche. Je sais pas ce que vous en pensez, Patrick Lemoine. Moi je pense que la méditation, c'est comme la langue d'Ésope, c'est la pire et la meilleure des choses. Et quand un patient vient me voir dans un établissement, je lui dis toujours en premier, vous allez d'une part à la méditation et d'autre part au karaté. Puis vous revenez me voir et vous me direz ce qui vous a fait du bien et ce qui vous a énervé. Et il y en a, comme moi par exemple, la méditation, ça me gonfle, ça m'énerve, ça me crispe. Se décharger, ça peut me faire beaucoup de bien. Pour s'endormir, il vaut mieux la méditation que le karaté oui, mais quand si on est dans son lit. La méditation, on peut faire de la cohérence cardiaque qui est quand même un peu plus soft et un peu moins lente. Enfin, quand je parle méditation, je veux dire juste se focaliser sur sa respiration. En fait. Ah non, la cohérence cardiaque, c'est, à mon avis, là, pour le coup, c'est l'aspirine de l'âme. Ça marche pour tout le monde. Il n'y a pas besoin d'une grande discipline. Il suffit d'écouter son souffle et de le maîtriser et de compter. Tout bêtement compter. Et ça, Karen, on vous l'a déjà conseillé, Oui, la cohérence cardiaque, je le fais parce que justement depuis quelque temps, comme j'ai une fibromyalgie qui s'est dévecturée, je fais des étirements et dans le cadre des étirements, on nous en fait faire et maintenant j'en fais.
Et ça vous soulage? Ça me détend, oui. Ça me détend, mais ça m'emmène pas jusqu'au sommeil. C'est-à-dire que j'arrive pas à, quand je me réveille à 4h18, ça me détend, mais j'arrive pas à plonger dans le sommeil pour autant. Alors, vous voyez, Karen, que vous vous demandiez pourquoi vous êtes déguisée en sentinelle depuis si longtemps. Puisque la nuit, vous êtes une sentinelle, puisque vous ne dormez pas, et la journée, vous êtes une sentinelle, puisque vous êtes tout le temps à l'affût de tout ce qui pourrait vous tomber dans le ciel sur la tête. Donc, pourquoi vous avez besoin d'être une sentinelle? C'est peut-être ça la question. Eh ben, parce que elle est hypersensible et que sans doute dans l'enfance, il y a eu des choses pas très faciles. C'est ça. Peut-être. On est d'accord? C'est ça. On est d'accord. Ben oui, mais ça peut se réparer tout doucement. Je veux dire, il reste toujours des cicatrices évidemment, mais il faut peut-être aussi parallèlement, je sais pas moi, je pense à des thérapies comme le MDR. Oui, je suis totalement d'accord. Si effectivement il y a eu traumatisme, par exemple dans le passé, le MDR est la technique reine qui peut faire des miracles, qui est absolument remarquable, mais qui est lourde, c'est quand même la chirurgie de l'esprit. C'est pénible, le lendemain on est épuisé, on passe des mauvaises nuits, 1 ou 2 nuits après, mais qu'est-ce que ça marche bien? Alors le MDR, j'ai essayé, mais la première fois j'ai réussi à plonger, après la deuxième fois j'ai repris le contrôle et j'ai pas réussi à partir. C'est que vous n'avez pas trouvé le bon. Changer de thérapeute, on l'a dit en même temps. Parce que ça peut marcher qu'avec quelqu'un en qui on a totalement confiance, c'est toujours le même problème. La peur est plus forte que la confiance que vous pouvez mettre dans votre thérapeute. Et c'est la peur qui fait qu'à un moment donné, vous restez dans cette hyper-vigilance. Et donc vous continuez à souffrir. Et puis il y a aussi le fait, je pense, alors c'est toujours le mix des différentes, je vais pas dire pathologie, mais des différentes caractéristiques de ma personne. C'est que aussi, pour être d'une certaine manière un peu moins anxieux, il faut aussi accepter de se faire confiance et se dire, alors je l'ai en théorie, de se dire, je sais que s'il y a quelque chose qui va arriver, qui arrive, je saurais faire face. Ouais. Mais pour autant, il faut quand même que j'ai 3 coups, 4 coups, 5 coups, 10 coups d'avance pour être sûr de pouvoir faire face. Mais oui, parce que la peur l'emporte toujours sur l'intellect. Donc vous avez peur, mais votre intellect est tellement fort que vous vous rendez même pas compte que vous avez peur et vous restez dans cette tour de contrôle. Écoutez, Karen, vous êtes assez lucide, donc lâchez pas le morceau et puis essayez de peut-être reprendre le MDR avec quelqu'un qui vous semble plus apte à pouvoir vous soutenir. Et qui vous paraissent pas dangereux surtout. Oui, j'ai une amie qui fait de l'hypnose et qui m'a dit que t'as le syndrome faut que t'aies le syndrome de la blouse blanche. Et c'est vrai qu'il faut que je me sente à la fois en confiance et à la fois il faut qu'il y ait une certaine distance, on va dire, qui me permette d'être dans de bonnes conditions. Puis faites-nous confiance, justement, si on vous dit que c'est une solution qui peut vraiment vous faire aller mieux. Je vais essayer. Merci. Merci à vous, Karen. Merci beaucoup. On fait une petite pause, Patrick Lemoine, et puis on continue avec ceux qui ont envie de nous parler de leurs symptômes au 0826 300 300 sur Sud Radio. À tout de suite. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Patrick Lemoine est avec nous et nous évoquons donc nos symptômes, nos insomnies, nos dépressions, enfin bref, tout ce qui fait qu'on n'est pas tout à fait dans la norme. Mais bon, après tout, est-ce que c'est pas mal d'avoir un petit grain de folie de temps en temps, On n'est pas, je veux dire, tous les génies, tous les grands artistes, de toute façon, avaient ce grain de folie. C'est clair que sans souffrance, il n'y a pas vraiment de créativité. On est obligé d'avoir des alternances de souffrance et ensuite de non-souffrance pour arriver à être créatif. Ça, c'est, à mon avis, évident. Quand on voit Léonard de Vinci, Churchill, c'était des gens qui étaient bipolaires, qui souffraient beaucoup par moments. Quand Churchill parlait de son Black Dog, ces moments où il pensait à la mort beaucoup, ça lui a permis de faire des toiles magnifiques. Il faut voir les tableaux de Churchill.
Et puis, ça lui a permis quand même de sauver le monde occidental. On peut bien le dire, oui. En tout cas, je trouve que ce livre est intéressant parce que ça nous rassure, hein, justement, sur l'humanité. À quoi servent les symptômes aux éditions Odile Jacob. Alors, nous avons Carline qui nous appelle. Bonjour, Carline. Bonjour Brigitte Haé, bonjour Patrick Lemoine. Bonjour, Carline. Je voulais d'abord vous remercier infiniment pour vos émissions parce que j'écoute depuis des années Brigitte et sur tous les sujets, je trouve ça d'une justesse incroyable et ça m'aide beaucoup. Merci. Je pense que je dois être une artiste aussi, un peu au fond, parce que je sais que j'ai un profil atypique avec une sensibilité bien particulière que j'arrive aujourd'hui en fait à accepter et à vivre comme une pleine puissance. Bizarrement aujourd'hui j'ai allumé ma radio pour partir faire un podcast à côté de chez moi et j'ai entendu la radio et j'avais envie de vous partager ce qui m'est arrivé aujourd'hui de très très particulier. J'ai passé un IRM cérébral aujourd'hui et en fait durant cet IRM je n'ai pas pu rentrer dans la machine. Ils m'ont fait rentrer dans le tunnel et là une crise de, je sais pas ce qui m'est arrivé, de tétanie, d'angoisse, mon mental impossible à contrôler, une impression d'étouffement, c'est bizarre, j'ai fait une séance d'hypnose il y a 15 jours qui m'a énormément libérée sur plein de choses. Et là, je me suis sentie complètement folle. Je leur ai demandé de sortir. Donc, il m'a donné à boire et il m'a essayé de me raisonner. Mon mari est rentré avec moi pour me tenir la main. Absolument rien à faire. Je n'ai pas réussi à contrôler cette émotion. J'étais prise de panique et c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive autant fort. Et du coup, je me suis quand même relativement inquiétée de cet état. Et donc là, j'ai dormi pendant 2 heures. Ça vous dirait, Carline, si je vous invitais à un week-end de spéléologie où il faut ramper dans des boyaux très étroits? Waouh. Je sais pas. Bon, vous êtes un peu claustro, vous êtes clairement un peu claustrophobe. Ça a sûrement du sens. Et c'est quand même très facile à contrôler. Là, vous avez été prise par surprise. Donc, c'était trop tard. Pourtant, on prévient, en règle générale, qu'on peut avoir une crise. On ne fait pas toujours attention à ce qui est dit avant. Oui, mais enfin, en principe, on prévient. Normalement, oui. Mais j'en ai fait, en plus. C'est le 2e que je passe, à 10 ans d'intervalle. Mais là, en plus, ma généraliste m'avait donné quelque chose pour me détendre un petit peu. Mais même avec ce cachet pour me détendre, je n'ai pas réussi. Ouais, peut-être que vous auriez pu faire un peu de cohérence cardiaque, vous auriez peut-être pu faire un peu d'auto-hypnose, vous auriez peut-être pu faire de la relaxation, voire de la méditation. Ça fonctionne très bien. J'ai essayé de respirer, de penser à des choses très agréables. Mais c'était parti. Quand c'est parti, c'est trop tard. C'est sûr que quand on est embrasé par une crise d'angoisse, on peut vous dire tout ce qu'on veut, ça marche pas. En revanche, en prévention de la crise d'angoisse, ça marche super bien. Donc je l'ai pas fait en amont, parce que je me sentais pas particulièrement stressée en fait avant d'y aller. Et c'est une fois allongée que j'ai incontrôlable. C'est pour ça que je vous disais que vous avez été prise par surprise. Oui, mais si j'ai bien compris, le but de votre appel, Carline, c'est de comprendre pourquoi, alors que ça vous arrive, vous n'êtes pas du style à avoir des crises de panique non. Vous avez envie de comprendre pourquoi ça vous est arrivé. Oui, je suis quelqu'un d'assez courageux. Je contrôle bien mon mental, même mes émotions. Quand je sens que ça monte, j'essaie que ça traverse, pas que ça s'installe. Peut-être que celui qui allait vous introduire dans la machine, il vous a rappelé quelqu'un de pas sympathique. Je sais pas, en tout cas, il était adorable, le pauvre. Non, mais je pense que ce que dit Brigitte, c'est très sérieux et très important. Parce qu'effectivement, des fois, c'est un petit détail. Est-ce que c'était sa coupure de ce garçon? Est-ce que c'était la couleur de l'IRM? Ça peut être un tout petit détail qui, tout d'un coup, a fait tilt et vous a rappelé un truc pénible. Vous savez, il faut quand même pas oublier, Carline, que notre inconscient veille. Mais on ne le sait pas. Et parfois, un petit détail qu'on n'a même pas repéré fait qu'il y a une sorte de rappel de quelque chose. Je dis pas qu'il y a une mémoire traumatique, on va pas nous mettre ça à toutes les sauces non plus. Mais ou tout simplement peut-être quelque chose qui s'est passé la veille ou le matin même. Une mauvaise nuit juste avant.
je crois que j'ai pas identifié encore et je pense que c'est ce que je vais faire aujourd'hui parce que du coup, je me suis retrouvée après avec comme si j'avais fait un marathon, j'étais épuisée. Et tout simplement, ne prenez pas de caféine si vous devez faire ce genre d'examen sous aucune forme, parce que là, pour faire des crises d'angoisse, il n'y a pas mieux. D'accord, ok. Eh bien, écoutez, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une belle après-midi. Merci à vous. Je vais rallumer le poste pour vous écouter. Oui, et puis surtout, je crois qu'il faut ne pas vous inquiéter. Il n'y a pas de raison que ça se reproduise systématiquement, parce que si vous êtes déjà dans l'idée que ça va se reproduire, il y a des chances que ça se reproduise. Non, c'est pas votre nature, donc il n'y a pas de raison. C'est un incident de parcours, on va dire. Je vais le noter comme ça. Merci beaucoup en tout cas. C'est nous, merci de votre appel. On continue dans un instant, bien sûr, avec vos petites inquiétudes, vos fonctionnements qui vous font peur ou de ceux de votre partenaire. Vous nous appelez sur Sud Radio, bien sûr. Patrick Lemoine est avec nous. Et c'est un autre Patrick qui va répondre à 3 questions intimes. Et puis ensuite, vous pourrez en poser une à Patrick Lemoine. Bonjour Patrick. Bonjour Brigitte et bonjour Patrick. Bonjour Patrick. Et première question, parmi tous les fonctionnements psychiques qu'on n'aime pas, lequel vous ferait le plus peur? Alors, je ne vois pas spontanément. Attendez, est-ce que je comprends bien la question? Je peux la dire autrement, la question. Si vous avez, est-ce que vous pourriez vivre avec un schizophrène, avec un dépressif, enfin ou un, d'ailleurs, j'en sais rien, mais c'était pas ma question. Qu'est-ce qui pour vous n'est pas envisageable? Alors, de ce qui me déstabilise le plus, c'est pas sur le plus inenvisageable, mais le plus, c'est une personne, je dirais, lunatique. À un moment ça va, à un moment ça va pas. Et d'ailleurs, que ce soit dans une vie intime ou professionnelle. Une femme, donc. Voilà. Ou un homme. Hein. Il y a aussi des hommes qui, à un moment donné, ça va très bien, puis le lendemain, on ne sait pas trop comment, d'un seul coup, on est. Voilà, de pas avoir. C'est plus féminin que masculin, ce genre de comportement. Oui, plus souvent. Plus souvent, hein, on est d'accord. Épidémiologiquement, puisque là, on parle d'une variante mineure du trouble bipolaire, des maniaco-dépressifs, qu'on appelle lunatique ou cyclothymie, effectivement, c'est un peu plus fréquemment féminin. Donc, je peux, quand c'est constant, quelqu'un qui par exemple n'est pas sympathique, ok, je sais que c'est pas sympathique, je sais à quoi m'attendre. Alors le chaud et le froid, c'est ce qui me déstabilise le plus. Oui, bah oui, parce qu'on ne sait pas trop bien ce qui nous attend quand on se retrouve le soir, évidemment. D'accord, merci de votre réponse. Deuxième question, où est-ce que vous aimez bien faire l'amour à part dans un lit? Parce que c'est trop facile. Dans un lit, donc. Ah bah oui, c'est. Je dirais. En fait, je suis très lit. Pour te dire, je suis pas très bon client. Ah bah oui, mais là, il faut sortir de ses habitudes, Patrick. Sinon, c'est la routine tout le temps. Je dirais que dans le lieu un peu insolite, la nature, ou un endroit où la nature est un lieu où quand j'ai eu l'opportunité de le faire, et c'était très agréable. Mais une nature où personne ne veut voir. C'est pas du tout. Oui, bien sûr, mais c'est quoi la nature? C'est vaste, hein. C'est la forêt, la plage, la campagne. La forêt à l'époque. La forêt, c'était très chouette. Eh ben, prenez un matelas, hein, parce que sinon vous allez vous faire mal aux fesses. Hein. Ah, mais il faut le prévoir, une petite couverture, quelque chose, sinon ça peut être très désagréable. Oui, mais il a raison, parce que le sable sur la plage, c'est pas terrible. Non, mais la nature. Ou les épines dans la forêt, la nature, c'est bien au niveau du fantasme, mais la réalité nous rattrape souvent. Sur la mousse, franchement, c'est pas si mal. Oui, si on aime bien les fourmis. Et dernière question, est-ce que vous avez besoin de sentiments pour faire l'amour, vous, Patrick? Oui. Oui. Avec une femme qui n'est pas lunatique, donc. Voilà. Donc j'ai besoin de sentiments ou parce que j'ai eu des expériences à une époque échangistes, mais il faut que je sois avec ma compagne, il faut qu'il y ait un échange. Donc il y a quand même un côté affectif. Vous voyez, à côté, je suis avec quelqu'un auquel je suis relié, même si c'est dans une pluralité, mais relié affectivement. Je suis assez peu à l'aise dans quelque chose qui serait... le cul pour le cul, c'est pas votre truc? Non, dans les faits, non. Très bien. Dans le fantasme, oui, dans les faits, non. D'accord.
Eh bien, vous pouvez poser une question à votre à notre Patrick invité, Patrick Lemoine. Alors, qui pose une question à qui, Brigitte? Non, c'est Patrick qui vous pose une question. Très bien. Voilà. Moi, j'aurais une question. J'ai plutôt d'ailleurs une expérience. J'ai remarqué que je peux être assez sensible à du stress et voire parfois me mettre dans des états un peu désagréables, mais que lorsque c'est des choses vraiment très graves, d'un seul coup je suis ultra calme, voire dans un groupe je serai la personne qui aura le plus de sang-froid. Donc c'est quelque chose d'assez étonnant de constatation en termes d'expérience, que je peux stresser, même si je le gère plutôt pas mal en général aussi, mais je peux vraiment stresser et avoir des poussées et m'angoisser des fois pour des choses qui, a posteriori, je me dis c'était pas si grave que ça. Alors que dans une situation vraiment où il y a quelque chose d'important, un enjeu, et on doit garder la tête froide, généralement, j'ai plutôt j'ai bien géré. Donc c'est assez étonnant cette dichotomie. Et donc, il aimerait le diagnostic d'un bon psychiatre, Patrick Lemoine. Oui, comprendre pourquoi, Patrick, si je comprends bien. Voilà, je vais prendre un exemple. Au moment de mai 68, les services d'urgence, puisque tout était en grève, les cabinets de médecins étaient en grève, les hôpitaux étaient en grève, les services d'urgence se disaient « on va être débordés ». Et curieusement, il n'y avait plus de tentatives de suicide, il n'y avait pratiquement plus de cuites. Et l'interprétation, c'était que au fond, en gros, si on tape sur les CRS, on se tape pas sur soi-même. Si l'agressivité est vers l'extérieur et qu'il y a un sujet grave, sérieux, vital, à ce moment-là, on est capable d'une incroyable résilience, on est capable de rassembler ses forces et de faire face. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu dans cette logique. Autant je pense, c'est ce que je défends dans mon livre, que l'anxiété est un symptôme très utile. Je raconte toujours une fable que j'ai écrite mieux que La Fontaine, qui s'appelle « La voiture, le hérisson et le lapin ». Le lapin, il est très anxieux, comme vous, Patrick, et il sursaute au moindre bruit. Mais quand même, quand il y a vraiment un renard, je peux vous dire qu'il galope sans anxiété, il y va. Et puis le hérisson, il est invulnérable, il n'a aucune anxiété, il marche d'un train de sénateur, il n'a pas de prédateur. Et les deux animaux, le lapin et le hérisson, arrivent au bord de la route, et le troisième, c'est la voiture qui passe. Le lapin, il a la trouille, il passe comme une flèche à travers la route, et il s'en sort. Le hérisson, il est tranquille, puisqu'il est invulnérable, et il se fait malheureusement écraser. Donc je pense que l'anxiété au quotidien peut être un mécanisme d'alerte, un mécanisme sentinelle extrêmement utile. Ça ne doit pas paralyser, bien sûr, mais que manifestement, vous êtes capable, au moment important, de rassembler ce micro-trouble anxieux dont vous ne souffrez pas vraiment d'ailleurs, pour en faire un vrai moteur pour votre action, et je vous en félicite. Donc tout va bien, Patrick. Ouais. Merci de votre réponse. Vous êtes guéri. Voilà. Ce que je soulignerais, qui va faire écho, je pense que j'ai travaillé dessus, c'est la partie où vous dites j'arrive à rassembler mes forces sur l'extérieur et je suis plus fragile lorsque je dois me concentrer sur moi-même. Et donc en effet, quand je pense que je suis un peu la cause de la situation et que c'est à moi de trouver la situation, là c'est plus compliqué. Lorsque je dois faire face à quelque chose d'extérieur, d'un seul coup je suis plus serein. En effet. C'est ça. Donc en fait, votre micro-anxiété, c'est un bon entraînement pour être un homme d'action. Parfait. Merci beaucoup. Merci à vous, Patrick. Alors, une petite pause, et puis Patrick Lemoine est toujours là pour vous conseiller, vous expliquer ce qui vous arrive au 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. En compagnie de Patrick Lemoine, psychiatre, mais également écrivain. Et ce dernier livre, c'est avec nous un petit peu le sujet fil rouge. À quoi servent les symptômes? À quoi servent vos symptômes? C'est aux éditions Odile Jacob. Élise, bonjour. Oui, bonjour Brigitte et bonjour à votre invité. Patrick. Bonjour. Oui, bonjour Patrick. Alors, vous êtes très anxieuse également, hein, c'est ça? Oui, alors je ne sais pas si c'est vraiment de l'anxiété, mais en tout cas j'ai un fond très dépressif, puisque j'ai été dépressive très jeune, à l'âge de 6 ans, par manque d'attention, manque d'amour dans ma famille, j'avais déjà des envies de suicide. C'est les plus anciennes dont je me souvienne, c'est quand j'avais 6 ans.
Et puis après, j'ai eu un train de vie qui a fait que, un parcours de vie, qui a fait que je me suis toujours mise dans des situations assez compliquées, jusqu'à ce que je prenne conscience de ce que je vivais vraiment et que je pouvais changer les choses. Mais ça, il m'a fallu croiser un psychiatre qui a été formidable pour moi. Il y en a. Oui, tout à fait. Ah oui, complètement. Je lui dois ma vie. De toute façon, je dis toujours, je vis sursis depuis 10 ans avec lui. Je me suis reconstruite. Non, mais c'est bien ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on critique souvent les psychiatres. Patrick Lemoine, vous le savez. Disons que il y a des psychiatres qui sont en réalité des chimiatres, qui sont effectivement critiquables. S'ils sortent le Prozac à la première larme, c'est sûr qu'ils ne sont pas dignes de ça. Mais il y a des gens absolument remarquables. Oui, je pense notamment au moment de l'adolescence, combien de suicides sont évités grâce aux psychiatres. Donc rendons-leur aussi hommage de temps en temps. Oui. Et donc voilà. Et aujourd'hui, alors qu'est-ce qui va pas? Dites-nous. Alors non, ça va. Je me protège énormément. Ça, j'ai appris à prendre soin de moi. De quoi vous vous protégez? Qu'est-ce que vous nous diriez? Alors, c'est plutôt au niveau relationnel. Je suis très sur la défensive. Je ne me laisse plus. Je suis trop méfiante maintenant. C'est inverse. J'avoue que je suis encore peut-être pas passée à l'équilibre. Non, mais peut-être que c'est bien d'être un peu trop méfiante si vous vous êtes fait avoir beaucoup et si. Oui. Donc du coup, c'est vrai que des fois, quand j'étais jeune, je disais, je suis la mère de ma mère. Qui n'était pas un rôle facile à vivre, qui a duré longtemps. Et aujourd'hui, je dis, je suis ma propre mère, c'est-à-dire je prends soin vraiment beaucoup de moi. Et ça, c'est important pas pour moi. Donc, j'ai tellement vécu des choses noires qu'aujourd'hui, ce que je veux vivre, je veux le vivre heureuse. J'ai coupé avec certaines personnes pour vivre pleinement heureuse. Alors c'est pas facile tous les jours que la vie nous rattrape. Et pleinement heureuse, de toute façon, ça n'existe pas. Élise, même les gens qui n'ont pas subi de difficultés dans l'enfance ou qui n'ont pas eu une phase dépressive savent très bien que des problèmes, on en rencontre tous. Moi, j'ai l'impression de m'effondrer plus facilement que d'autres, en tout cas. C'est ce en quoi je fais attention à moi, parce que j'ai l'impression que j'ai toujours cette épée Damoclès au-dessus de la tête. J'ai tellement souffert de ces dépressions que je ne veux plus y retomber. C'est facile à dire comme ça avec des mots, mais justement, ça c'est une question qu'on peut poser à Patrick Lemoine. Quand on a été en dépression, ce qui semble vraiment être votre cas, Élise, est-ce si on a été soigné, est-ce qu'on risque de retomber? La rechute est possible? Est-ce que ça veut rien dire? Qu'est-ce que vous diriez? Alors, c'est vrai que la dépression, si elle a une utilité pour l'espèce et même pour l'individu, puisqu'après une dépression guérie, on est meilleur qu'avant, ça c'est indiscutable. Les gens prennent une maturité et on voit bien que vous-même, vous êtes devenu capable de prendre soin de votre petite fille de 6 ans qui est à l'intérieur de vous. Parce qu'on voit bien que c'est cette petite fille de 6 ans qui a peur, qui est malheureuse et qui vous appelle au secours, et que maintenant vous avez appris à materner. Quand vous dites que vous êtes la maman de vous-même, c'est parfaitement exact. Ce que vous oubliez de dire, c'est que vous-même, c'est cette petite fille de 6 ans qui a besoin de protection, à qui d'ailleurs je vous conseillerais d'écrire de temps en temps, et puis même de lui permettre de vous répondre par écrit. Et vous verrez, ça va beaucoup vous aider. C'est très très important de rétablir une correspondance écrite avec cette petite fille qui est en vous, et puis qui de temps en temps est terrorisée, a peur, parce que peut-être juste avant 6 ans, il s'est passé des trucs qui lui ont donner envie de mourir, de plus être là, parce qu'à 6 ans, c'est pas ce que c'est que la mort, mais ne plus être là, ne plus exister de cette manière. Donc prenez-en soin, écrivez-lui, rétablissez le contact, faites-lui répondre. Alors autrement, d'un point de vue clinique, la question c'est est-ce que la dépression est une maladie récidivante? La réponse est oui. Mais elle récidive d'autant plus facilement qu'on n'est pas complètement guéri, et également qu'on prend pas soin, alors j'ai envie de dire plus d'un point de vue, je vais employer un vilain mot, chronobiologique. Pour pas déprimer, il faut se lever tôt le matin, tout bêtement. On se lève 1h30 plus tôt que quand on est déprimé.
C'est-à-dire on retrouve les rites pour lesquels on est construit, on retrouve les rites de l'époque où tout allait bien. Et rien que ça, le fait de se lever plus tôt et de pas se permettre la moindre grasse matinée, c'est déjà un grand pas en avant. C'est quand même pas pour rien que l'INSEE a trouvé qu'il y avait plus de tentatives de suicide le lundi matin. Pourquoi ? Parce que le week-end, les grasses matinées font ce retard de phase et font que quand on se lève, on est encore un petit peu aux horaires du samedi-dimanche et on risque d'embrasser le premier platane. C'est intéressant ce que vous dites, Patrick Lemoine, mais est-ce qu'il y a une heure propice pour se lever le matin C'est génétiquement programmé, à savoir que, je dis n'importe quoi, mais si vous, Brigitte, vous êtes programmé 23h, 7h, et que pour une raison... D'accord, on a tous notre biorhythme. Chacun a son... Moi, mon horaire, c'est 10h30, 5h30. Et à 5h30, il y a une main invisible qui m'arrache du lit et il faut que je me mette devant mon ordinateur pour écrire. J'ai aucun mérite, c'est comme ça. Je suis addict à l'écriture. Mais je sais très bien, et ça a été étudié, que si je me mettais pour une raison X à me lever à 7h, je risquerais de plonger. D'accord. Parce qu'on est programmé. Donc on peut déjà conseiller à Élise de connaître l'heure à laquelle elle est programmée pour se réveiller. Et comment on fait ? Alors c'est simple, soit elle se rappelle d'une journée formidable où elle allait très bien, elle était joyeuse, elle n'avait pas de coup de pompe, tout allait bien. À quelle heure je m'étais couché et endormi, à quelle heure je m'étais réveillé. Et ça, c'est les horaires de référence. Et moi, mon premier médicament que je prescris sur l'ordonnance, c'est une heure de lever. Et les personnes qui dépriment, je retrouve toujours une raison pour laquelle elles ont commencé à se lever plus tard qu'avant, plus tard qu'à l'époque où elles allaient bien. Le meilleur exemple, c'est le confinement dans le Covid, où tant de gens ont plongé dans la dépression. Alors certes, il y avait la trouille. Enfin, on pouvait dormir. Oui, mais justement non. Oui, mais je disais ça. Évidemment. Et moi, j'ai envie de dire que la dépression de la période de confinement du Covid, c'est la faute à Netflix et au télétravail. N'est-ce pas ? Parce que les gens sachant qu'ils pouvaient travailler à n'importe quelle heure, eh bien, ils ont fait n'importe quoi, se sont décalés, ont déprimé. Il y a eu une explosion de consommation des antidépresseurs. Et je pense que le président, quand il a dit restez chez vous, il a fait le job. Mais son ministre de la Santé, s'il avait dit télétravailler aux heures de bureau, Netflix et pas après l'heure habituelle, on n'aurait pas eu ce problème. Intéressant. Donc, Élise, le diagnostic de Patrick Lemoine, retrouvez votre heure à laquelle vous êtes bien et à laquelle il faut vous lever. Merci Élise, en tout cas. Prenez soin de la petite Élise. Une petite devinette. Quel est le point commun entre les femmes et les tornades ? On parle beaucoup de tornades en ce moment, donc quel est le point commun ? Vous avez le temps des infos pour me trouver la réponse. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, c'est toujours en compagnie de Patrick Lemoine que nous connaissons maintenant déjà le rythme de notre sommeil. Enfin, en tout cas, il faut qu'on le cherche, mais c'est vrai que c'est tellement important le sommeil. On l'oublie, mais ça fait partie des 5 éléments essentiels pour être en bonne santé. Il faut le mettre en numéro 1, et je parle pas pro domo, mais la longévité en bonne santé repose essentiellement sur le sommeil. C'était bien montré parce qu'on sécrète des tas de substances, d'hormones qui nous permettent de vivre vieux en bonne santé. L'absence de diabète, l'absence d'infection, l'absence de cancer, l'absence d'hypertension, donc d'infarctus d'AVC, tout ça repose sur le sommeil. Le sommeil, c'est la base de notre vie et de notre santé. Et alors, puisqu'on parle de sommeil et que je crois que ça intéresse tout le monde, puisque nous sommes tous des gens qui dormons, enfin en tout cas je l'espère, et vous êtes contre la sieste, vous ? Parce qu'il y a des polémiques aussi à ce sujet. Alors, ça dépend de quoi on parle. Bon, déjà, je le dis toujours, quelqu'un qui va bien, il fait ce qu'il veut. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je parle pas de la sieste quelqu'un coquine. Quelqu'un qui est insomniaque peut faire des micro-siestes à la Talleyrand, à la Napoléon, à la Chirac. C'est-à-dire, chaque fois qu'il a un coup de pompe, c'est ce que faisait Chirac à l'arrière de sa voiture avec chauffeur, il dormait 1 minute, 5 minutes, et ça marche très bien. Et c'est très efficace, et ça permet de mieux dormir la nuit suivante. En revanche, si on est insomniaque, faire une sieste de plus de 20 à 30 minutes, de 2 heures par exemple, ampute la nuit suivante d'un capital sommeil, et donc effectivement est tout à fait défavorable. Donc la sieste, oui, mais pas pour n'importe qui et pas n'importe comment. Très bien. Alors, vous avez eu le temps de réfléchir. Quel est le point commun entre les femmes et les tornades ? Aucune idée, évidemment. Vous allez voir, la réponse va vous faire sourire. Elles arrivent toutes les deux chaudes et humides, et elles repartent avec la maison et la voiture. Wow. Quelle horreur.
Voilà. Bon, il n'y a plus aucun homme qui oserait dire cette devinette. Hein. Je suis pas sûr que Sandrine Rousseau va être d'accord avec ça. Ben, je ne sais qui, Sandrine Rousseau, je ne connais pas. Bonjour Eric. Bonjour à vous deux, un réel plaisir de vous entendre. Merci. Alors justement, on parlait... Oui, pardon, excusez-moi, je vous ai coupé, Eric, je suis désolé. Non, je disais vous, pour votre bienveillance de votre émission et les gens que vous aidez, et vous, Patrick Lemoine, mais j'avoue que j'apprécie énormément votre approche de la vie et de tous ces mots qui nous caractérisent. C'est gentil, Eric. Voilà, je vous ai coupé, Brigitte, allez-y. Non, je vous en prie. C'est intéressant parce qu'on venait de parler de sommeil et justement, vous êtes assez insomniaque, hein, je crois, Eric. Bon, assez insomniaque, comme le soulignait tout à l'heure Patrick, j'ai un cycle de sommeil de 5 heures, donc j'ai fait pas mal de travail décalé, donc ça agit peut-être. Moi c'est 5 heures. À partir du moment que je me couche à 20h ou à 3h du matin, c'est 5 heures après. Donc ce sont des cycles particuliers. Alors il y a peut-être un truc à travailler, effectivement. Vous êtes peut-être du soir. Vous êtes peut-être du soir, Eric. Je dirais, je suis de toute la journée. Parce que j'adore faire les siestes maintenant. Je suis un vieillissant et j'adore faire les siestes. Et j'ai repris goût, grâce au Covid, à refaire les siestes. Et c'est un truc qui me manquait. Alors peut-être que ça agit, comme vous le précisiez juste avant, sur le cycle de sommeil suivant. Mais j'en suis pas certain. Oui, mais parce que c'est intéressant. Là, on va faire un petit peu de mathématiques. Si vous dormez 5 heures, mais que vous faites des siestes d'1 heure ou 2, c'est... Vous avez votre taf. Vous dormez 7 heures. Ah oui. Mon employeur sera content que je fasse mon taf, alors. Au moins de sommeil. Normalement, le minimum syndical en matière de sommeil, effectivement, c'est autour de 7 heures. Même si génétiquement, il y a des longs dormeurs ou des courts dormeurs, mais en moyenne, c'est 7 heures à 7h20. Donc, si vous dormez 5 heures la nuit et 2 heures de sieste, vous êtes parfaitement dans la norme. Oui. Alors, je vais très bien, donc je fais la sieste. J'ai entendu ce que vous disiez. J'ai entendu ce que vous disiez tout à l'heure, Brigitte aussi, c'était qu'il fallait écouter notre corps. Et en fait, alors je ne sais pas si c'est en insomnie ou l'état insomniaque, et là j'attendrai votre avis de psychiatre, parce que là il m'intéresse quand même. Pour autant, là où je m'inquiète, c'est quand je me réveille parfois la nuit à 2 ou 3 fois de suite à 2h30 chaque nuit pendant 3-4 fois. Là, je sais que mon corps me dit quelque chose et j'essaie de l'écouter. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, notre meilleur médecin et notre meilleur baromètre, c'est notre corps. Donc il faut l'écouter et je persiste à croire que tous ces mots, la dépression, l'anxiété, tout ça, c'est lié à notre corps et on est capable, grâce à notre corps, d'entendre ces messages. Par contre, il faut se faire aider. La chose importante pour moi, là aujourd'hui, c'est ma chérie qui est vraiment un plus parce qu'il ne faut pas être seul dans ces conditions. L'anxiété, la dépression, quand on vit seul, c'est très dur. C'est très dur pour nous et puis c'est très dur pour la personne qui la vit. Pour autant, il faut se faire accompagner. Et là où je suis pas très psychiatre, je verse pas du tout et je suis complètement inné dans ce genre de comment dirais-je, de pratique. Moi, je suis plutôt versé vers les kinésiologues, les somatopathes, toutes ces médecines parallèles, si on peut appeler ça comme ça. Alors, Eric, il y a quelque chose d'intéressant dans les médecines qu'on appelle parallèles. C'est qu'en médecine chinoise, on considère que dans la nuit, chaque organe a son horaire. Et si vous vous réveillez toujours vers 2h30, 3h, allez voir on trouve ça sur Internet, hein, allez voir quel organe ça... En Chine, 3h, c'est l'heure du foie. Ben voilà. Donc, 4h, c'est l'heure de l'intestin. Et effectivement, il se trouve que j'enseigne à Pékin de temps en temps. Et clairement, et c'est pas anodin, parce que les Chinois sont beaucoup plus en avance sur l'aspect temporel des maladies que les Occidentaux qui commencent juste à aborder la question. Donc effectivement, peut-être que vous devriez regarder du côté de votre foie. Et puis il y a aussi une chose très importante dont on ne parle pas assez souvent, c'est le microbiote. C'est-à-dire la composition des bactéries, des champignons, des virus qui habitent votre tube digestif, qui sont beaucoup plus nombreux que nous. D'ailleurs, certains pensent que nous sommes les hôtes de nos bactéries, nous sommes les invités de nos bactéries, et pas le contraire. Il faut prendre soin parce que 99,99% de ces bactéries sont nos amis et nous protègent.
et produisent des tas de bonnes choses comme de la mélatonine, la sérotonine, la dopamine et tous ces trucs qui font du bien. Donc effectivement, prenez soin de votre alimentation, mangez des fibres, mangez de temps en temps des probiotiques, faites des cures et vous verrez, ça peut marcher. Moi, j'en prescris beaucoup dans l'insomnie. C'est ce que je fais, mais par-delà ma propre expérience, je voulais l'apporter et éclairer aussi les gens qui nous écoutent, parce que vous êtes très écoutés. Et je pense que les témoignages, notamment celui de Karen ou des précédents, ils sont très importants parce que chacun peut se retrouver en chaque témoignage. Oui. Et moi, je sais que j'écoute beaucoup mon corps et quand il faut faire les cures nécessaires, je le fais. Je sais que le foie, je l'ai travaillé, mais je veux dire, il faut être accompagné. Voilà, on peut pas forcément s'en sortir tout seul. Alors un psychiatre peut-être, mais c'est pour ça que j'ai votre analyse, Patrick, et oui, c'est vrai, vous avez raison. La médecine chinoise est très en avance pour ça. Donc, vous avez constaté en effet que vous aviez un foie un peu plus sensible ? Là, c'était en l'occurrence, je sais plus ce que c'était, mais c'était pas mon foie, mais c'était autre chose que j'ai réglé. Oui. D'accord. Mais le foie, c'était 3h du matin. J'ai dit 2h30 au hasard parce que c'était pour bien signaler que le fait qu'on puisse se réveiller plusieurs nuits à la même heure, il y avait forcément quelque chose qui dérangeait notre corps, qu'il fallait savoir l'écouter. D'accord. Parce qu'on a tendance à l'oublier, notre corps. Voilà. Mais c'est quand même lui qui nous emmène, hein. Il ne faut pas l'oublier, justement. Merci d'avoir transmis votre message, Eric, à ceux qui nous écoutent. Merci d'avoir participé. On va faire une petite pause, Patrick Lemoine. On se retrouve dans un instant. Et je crois que ça va peut-être être Laurence qu'on va retrouver, qui est aussi anxieuse. C'est un peu le mal actuel, hein, l'anxiété. Je crois qu'on a augmenté depuis le Covid de 30% d'anxiété. Oui, tout le monde a eu peur quand même, il ne faut pas l'oublier. Peut-être qu'il faut l'oublier, si justement. Oui, enfin, ça a été quand même très anxiogène et malheureusement, d'abord l'anxiété, c'est la plus contagieuse de toutes les maladies. Il suffit de voir ce qui se passe dans les paniques et dans les foules. Oui, bien sûr. Et c'est parfois une maladie traînante qu'effectivement, il faut prendre en sérieux, même si elle a son utilité. Eh bien, on en parle peut-être dans un instant et vous pouvez nous appeler également sur Sud Radio 0826 300 301 tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Tous les week-ends, je suis branché Sud Radio, mais ça fait quelques années déjà. Sud Radio, parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on continue non, parce que pour l'instant, on est toujours sur le même symptôme de l'anxiété, mais il y en a bien d'autres dans ce livre, et vous pouvez les découvrir. C'est aux éditions Odile Jacob. Patrick Lemoine en est l'auteur. À quoi servent les symptômes ? Laurence, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour votre invité. Bonjour Laurence. Patrick Lemoine. Parce que sinon, il va être très anxieux si vous n'arrivez pas à donner son prénom, qui est quand même un prénom courant. Brigitte, aidez-moi à me décrocher du lustre dans lequel je suis grimpé quand elle a oublié mon prénom. Excusez-moi. Mais je vous en prie, Laurence. C'est pas grave. Alors, donc, vous êtes anxieuse. Et cette famille, alors est-ce que c'est héréditaire, l'anxiété, Patrick Lemoine ? C'est transmis en tout cas. Oui, ça c'est sûr. Mais vous savez, entre l'hérédité, l'épigénétique, c'est-à-dire l'acquisition de traits héréditaires qu'on transmet aux enfants, mais à cause d'un stress ou à cause d'un polluant ou à cause d'un médicament, c'est une donnée assez nouvelle, mais extrêmement importante. Ça permet de comprendre qu'aussi bien les psychanalystes que les thérapeutes comportementalistes, que les neuroscientifiques, tout le monde avait raison. Ils parlaient de la même chose, mais avec un outil différent. Donc effectivement, l'anxiété peut être contagieuse, comme une maladie infectieuse, peut être transmise, et éventuellement, il est possible qu'il y ait aussi des gènes de l'anxiété. C'est même sûr. Moi, je l'ai transmis à ma fille, notamment. Hein. Oui. Parce que, on a une histoire un peu de vie particulière, mais l'anxiété, c'est quelque chose, alors en plus, je l'ai transmis, et on a des moments, des heures, où on se sent vraiment pas bien. En général, c'est en fin d'après-midi. Vers 17h. Oui, exactement. On sait bien dans les crèches, dans les crèches comme dans les EHPAD, c'est entre 17 et 19 heures que les bébés pleurent, que les personnes âgées Alzheimer s'agitent. C'est le moment du coucher de soleil, c'est le moment de tous les dangers. Quand on était des Cro-Magnons et qu'on voyait la nuit arriver, on avait la trouille. Et ça, c'est resté.
Ouais, alors oui, ça doit être ça, hein, parce que nous, c'est vraiment une heure où on essaie de faire autre chose, se changer les idées, sortir, des fois juste aller marcher, hein, mais faire autre chose parce que c'est compliqué. Et moi, c'est notamment le sommeil aussi. Je vais m'endormir très vite, mais je dors 3 ou 4 heures, pas plus. Combien? J'ai pas compris. 3-4 heures. 3-4 heures. D'accord, mais c'est pas assez ça. Et vous faites la sieste? Ah, pas du tout. Donc probablement. Non. Et vous avez des coups de pompe dans la journée? Ah bah même pas. Même pas. Donc, désolé Laurence, je vais sûrement vous frustrer, mais vous avez ce qu'on appelle probablement, hein, parce que j'ai pas d'enregistrement, mais ce qu'on appelle une insomnie subjective. C'est-à-dire que vous avez perdu la capacité de sentir que vous dormez, de percevoir votre sommeil. Et parfois, il y a même des personnes qui rêvent qu'elles ne dorment pas. Et ce qui permet de différencier, c'est que les gens qui dorment 3-4 heures, objectivement, sont épuisés dans la journée, et celles qui, comme vous, sont en forme dans la journée, en pensant dormir que 4-5 heures, en fait, dorment beaucoup plus qu'elles ne croient. Donc soyez rassurés, votre cerveau marche bien, mais il faudrait que vous retrouviez des systèmes pour sentir que vous dormez. Oui, moi je pense qu'il a été perturbé. J'ai soigné, mon mari a été malade, donc il est décédé, et j'ai soigné mon mari donc pendant 2 ans. Et je pense que c'est là que j'ai perdu mon rythme de sommeil parce que je me levais toutes les 3 heures pour lui. Oui, vous avez sûrement raison. C'est à ce moment-là, parce que quand je réfléchis avec le recul de la vie, hein, parce que bien sûr, oui. Ils peuvent à 2 reprises. Donc, mais la première qui m'a perturbé le sommeil, c'est vraiment, je pense, cette période-là quand lui est décédé. Et depuis qu'il est décédé, j'ai passé une nuit complète en fait. Oui, ce que j'essaie de dire dans mon livre, c'est que l'insomnie est une fonction sentinelle. C'est-à-dire qu'on se réveille tout le temps quand on se sent en danger, quand on veille sur quelqu'un en danger. Ça a été bien montré, par exemple, avec des enregistrements de sommeil de vaches, qui sont des proies. Elles dorment très mal, sauf si on les met dans leur étable, où elles sont en sécurité, c'est là qu'elles sont nées, qu'elles sont chouchoutées, et là, elles dorment beaucoup mieux, de manière beaucoup moins hachée. Donc, loin de moi l'idée de comparer à une charolaise, mais on sent bien que vous avez eu une fonction sentinelle essentielle quand votre mari était malade. Alors, et vous êtes resté une sentinelle. Ce qui est bien, Laurence, c'est que vous avez bien analysé ce qui vous arrive. Donc déjà, ça montre que vous êtes à l'écoute de vous-même et que vous êtes suffisamment intelligente pour comprendre le pourquoi du comment. Après, à mon avis, ça peut se résoudre. Parce que finalement, c'est quand même un traumatisme hein, d'avoir son mari malade, d'être obligé de veiller et puis ensuite de le perdre. Donc là, moi, je pense qu'il faut... Il y a une autre chose en fait derrière aussi qui a fait que, moi je me suis relevée, j'ai déménagé. Donc j'ai tout quitté, je suis partie. Oui. Et là, on a eu un grave accident de la circulation avec mon compagnon et lui est décédé. Et ça, c'est encore la nuit, en fait. D'accord. Et donc, vous avez perdu deux compagnons, si je comprends bien. Voilà. Ah bah oui, voilà. Attendez, franchement... c'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'analyses sur moi-même et je continue, hein, parce que ça allait apporter un bien-être aussi à mes enfants, parce que j'en ai 2. Et voilà, mon analyse du sommeil, c'est surtout, j'ai l'impression que la nuit, c'est quelque chose qui il y a du danger chez moi. Oui, il y a du danger pour vous la nuit. Quand vous vous réveillez la nuit, ça dure longtemps? Alors ça dépend. Ça dépend si je me suis endormie anxieuse ou avec des soucis, ou si je me suis endormie anxieuse, je vais dormir donc 3-4 heures peut-être, 3 heures souvent. Je me réveille pendant 1h30, 2 heures, et après je vais me rendormir. Vous savez, un truc tout bête, hein, qui est sans aucun risque, c'est de acheter de la mélatonine en spray. Et vous faites 2 pchits sous la langue, et vous m'en direz des nouvelles. D'accord. Oui, parce que c'est ça qui fait dormir la mélatonine. Oui, et la mélatonine, quand elle est sous la langue, on sait qu'on a des veines qui vont directement de sous la langue dans le cerveau, sans passer par le foie. Donc il y a une énorme économie de la quantité de mélatonine, et c'est extrêmement rapide. Donc il faut vraiment 2 pchits et tac, en essayant de ne pas vous réveiller. Allez, je vais essayer. Je vais essayer. Et vous en direz des nouvelles à Patrick Lemoine. Exactement. Et du coup, vous allez retenir son prénom. Si grâce à lui, vous pouvez enfin dormir. Madame Laurence Cro-Magnon. J'avais déjà appelé, il y avait Michel Odoul. Oui. Voilà. Par rapport à ça, parce que je me réveillais souvent aux mêmes heures, et il m'avait dit, lui, de drainer le foie régulièrement, en fait. Parce que comme j'avais beaucoup de colère
Et de réveil la nuit vers 3h, il m'avait dit... donc j'avais déjà appelé, mais c'était Michel O'Neill. Eh ben voilà, vous avez une autre réponse tout aussi intéressante, Laurence. Et encore une fois, quand même, quand on a, de ce que vous racontez de votre parcours, on peut comprendre que la nuit pour vous soit dangereuse et que quelque part il y a une sorte de sentinelle qui reste là. Mais il faut vous aider évidemment à retrouver le sommeil et puis j'imagine aussi qu'à partir du moment où, grâce à la mélatonine, elle retrouve un peu le sommeil plus facilement, eh bien le corps va s'habituer et puis elle va retrouver naturellement ensuite le sommeil. Elle va rentrer dans un cercle vertueux puisque la nuit sera de moins en moins dangereuse. Elle aura de moins en moins besoin d'être sentinelle. Voilà. Donc Laurence, un pchit sous la langue. Je vous remercie beaucoup. De rien, merci à vous Laurence. Allez, on fait une petite pause, on se retrouve pour le Love Conseil. On va parler de 4 peurs qui nuisent à la relation. Vous pourrez réagir bien sûr vous aussi, Patrick Lemoine. Et si vous avez envie de converser avec Patrick, vous nous appelez au 0826 300 301 tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. Brigitte Lahaie, Sud Radio. Le Love Conseil. Alors Patrick Lemoine, j'ai trouvé un Love Conseil que vous allez peut-être pouvoir nous aider à encore mieux comprendre. Je vais parler des peurs qui nuisent dans une relation et j'en ai trouvé 4. Alors la première, elle vient de notre esprit, c'est bien sûr la peur de l'abandon. Alors ça fait souvent écho à notre première séparation d'avec maman, bien sûr, et puis nos souvenirs sont loin et notre peur, elle est souvent difficile à analyser. La peur de l'abandon, elle est plus ou moins présente chez chacun d'entre nous et c'est la manière dont on accepte la séparation, que ce soit pour quelques heures, quelques jours, qui indique si on est apte à gérer cette peur de l'abandon ou pas. Et ça, évidemment, c'est une peur plus ou moins présente chez chacun d'entre nous. Oui, et souvent même, c'est une des grandes causes de l'insomnie, d'endormissement, parce que s'endormir le soir, c'est s'abandonner. Et on dit toujours que le sommeil, c'est une petite mort. Et des personnes n'arrivent pas à dormir juste parce que ce serait abandonner le monde, s'abandonner, abandonner les autres. Et parfois, pour faire dormir, il faut apprendre à pas avoir cette peur. À lâcher, oui, évidemment. Deuxième peur, la peur de la fusion. Vous savez, la peur que l'amour nous envahisse tant qu'on va se perdre, qu'on va être obligé de renoncer à soi-même, qu'on va perdre son autonomie, on va perdre son identité. Ça, c'est une peur aussi qu'on voit chez certains. Alors, elle est moins générale, je dirais. Oui, je pense qu'il faut... Comment dire ? Là, on est plus dans le registre de la névrose, alors que la peur de l'abandon est universelle, si on peut dire. Bien sûr. Donc la peur de la fusion, à mon avis, ça nécessite une vraie prise en charge. Alors, troisième peur, celle de s'engager. C'est vrai qu'il y a des personnes qui préfèrent continuer à papillonner, parce que s'engager, c'est renoncer aux autres corps. C'est quelque part être obligé d'accepter des limites, tenir compte de quelqu'un d'autre, peut-être d'être obligé de faire des compromis. Ouais, mais c'est aussi la peur de ne pas être à la hauteur suffisamment longtemps. Ne pas tenir dans la durée. Ouais. Et j'ai eu beaucoup de mes patients qui voulaient pas s'engager parce qu'ils disaient mais elle va se rendre compte au bout de 2 ans que je suis un nul, quoi. Et donc je peux pas m'engager parce que je peux pas supporter qu'elle découvre que je suis un nul. Ah oui. Donc il peut y avoir des problèmes d'estime de soi. Oui, bien sûr. Oui. Et puis dernière peur, c'est la peur de l'amour. Et alors là, on pourrait déjà voir qu'est-ce qu'on entend par l'amour. Qu'est-ce que ça signifie l'amour pour vous. Et derrière cette peur, c'est souvent la peur de souffrir. C'est vrai que dès qu'on aime quelqu'un, comme je le dis souvent, il y a que les personnes qu'on aime qui peuvent nous faire souffrir. Oui. Et donc cette peur de souffrir fait que parfois on n'ose pas aimer, on n'ose pas se laisser aller à aimer, et c'est bien dommage. Et pourtant, quelle souffrance délicieuse. Chaque fois que je vois quelqu'un qui souffre, soit d'être amoureux, soit d'avoir été abandonné, je dis mais quelle chance vous avez. C'est pas un désert votre vie, vous vous ennuyez pas en ce moment, vous souffrez, mais ce sera tellement des bons souvenirs. Vous me croyez pas maintenant, mais je vous assure que oui, vous allez adorer cette souffrance d'aujourd'hui.
Je suis bien d'accord avec vous. À quoi vous sert la vie si on n'aime pas finalement, ce serait bien monotone. Voilà. Et ben merci de ces précisions, Patrick Lemoine. On continue avec Cathy qui nous rejoint. Bonjour Cathy. Bonjour Brigitte, bonjour Patrick. Bonjour Cathy. On vous écoute, allez-y. Donc, vous êtes anxieuse aussi, c'est ça ? Oui, c'est ça. En fait, je pense avoir fait un travail sur moi depuis plusieurs années. Donc, je pense connaître la source. Et par contre, une fois qu'on connaît la source, je ne sais pas ce qu'on fait pour aller mieux. C'est pas pour ça qu'on la tarie, la source, oui. C'est ça. Mm-hmm. Eh bien... Donc, savoir d'où ça vient, c'est déjà bien. Il paraît que c'est 50% du travail, mais ça n'empêche que ça peut handicaper sur certaines choses de la vie courante. Et c'est très épuisant, je trouve, parce que c'est en hypervigilance tout le temps. Il faut que ça me dépense énormément d'énergie. Parce que je me sens pas forcément en sécurité partout, donc il faut que je fasse attention. Et c'est fatigant. En fait, Patrick Lemoine, je crois que c'est un de vos collègues, le docteur Fanger, qui dit que l'anxiété, elle est utile. Indispensable même. On ne survit pas sans anxiété. Le problème, c'est quand elle se glisse partout, quoi. Oui. C'est ça. L'important, Cathy, ce serait que vous arriviez presque en auto-hypnose à construire un lieu de sécurité, un endroit où vous êtes parfaitement sécure, qui peut être réel. Ça peut être une plage, ça peut être votre lit, ça peut être n'importe où, il peut être imaginaire. J'ai une de mes patientes, par exemple, son lieu de sécurité, c'est un nuage en crème chantilly, dans lequel elle s'installe et elle voyage au-dessus de la France. Et c'est aussi une personne très anxieuse. Elle a beaucoup grossi. Non, même sa glycémie est correcte. Et donc, elle survole la France dans son nuage de chantilly et ça lui permet d'apaiser et de rire. Parce que le rire est tellement anxiolytique, c'est le meilleur médicament du monde. Et donc, elle s'est trouvée ce lieu humoristique de sécurité, et je peux vous dire que ça marche très très bien chez elle. D'accord, donc elle se pose, elle se met sur son lit, et elle monte dans son nuage. Chaque fois que vous sentez que vous êtes envahi, puisque vous avez dit que vous l'avez repéré, Oui, mais c'est souvent quand je suis pas chez moi, donc je me demande un peu comment il faudrait que je m'assoie dans un coin et que je m'imagine dans mon... Oui, c'est ça ? Absolument, d'accord. Absolument, en contrôlant votre respiration en même temps. Mais déjà, quand vous êtes parfaitement bien, imaginez et vivez votre lieu de sécurité. Soyez dedans, faites corps avec ce lieu de sécurité. Et ensuite, où vous soyez, il y a toujours un endroit où on peut s'appuyer, s'asseoir. Et à ce moment-là, vous créez ce lieu de sécurité et vous verrez, c'est magique. Dans son imaginaire, donc. Absolument. N'importe où, n'importe quand, vous pouvez l'imaginer et voir que vous êtes dedans. Mais est-ce qu'un gris-gris, par exemple, ça peut marcher Oui, ça peut être aussi ce qu'on appelle les objets contraphobiques. Par exemple, moi, je ne prescris jamais de tranquillisants de somnifères. Mais je dis parfois, tiens, je vais vous remettre un comprimé de Tranxène qui va rester poche restante. Il va être poche restante, donc jamais il est pris. Mais le fait de savoir que dans ma poche, je peux mettre la main dessus quand j'ai la trouille et je me dis que je pourrais le prendre, mais je le prendrai pas. C'est déjà aussi, ça marche. Donc ça peut être un gris-gris, ça peut être un fer à cheval si vous êtes cow-boy, ça peut être une queue de lapin ou une patte de lapin, porte-bonheur, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une photo aussi. Mais il faut trouver le lieu de sécurité imaginaire ou l'objet de sécurité aussi. Quelque chose de vraiment contraphobique. Ce qui est intéressant dans tout ce que vous nous dites depuis 14 heures, Patrick Lemoine, c'est que finalement, notre pouvoir de l'esprit est beaucoup plus grand, à condition évidemment qu'on arrive à se conditionner de manière positive, quoi. Oui, mais en même temps, l'esprit, je ne sais pas ce que c'est, étant donné que quand on pense à notre esprit, c'est bien que nos neurones y font des trucs. Vous me parlez, Brigitte, je vous parle. Nos neurones, je peux vous dire qu'ils tricotent sous notre crâne. Et donc, chaque fois qu'on pense à quelque chose, on sécrète des trucs qui peuvent être angoissants, comme pour Cathy, ou ça peut être au contraire tranquillisant. L'important, c'est d'arriver à faire que notre cerveau va se mettre à sécréter des trucs tranquillisants, des endobenzodiazépines, si on peut dire, des endo-antidépresseurs, des endo, tout ce que vous voulez. Notre cerveau est capable de fabriquer tous les médicaments du monde, bien mieux que Sanofi, bien mieux que MSD, bien supérieur, bien mieux toléré. Simplement, il faut trouver les clés pour déclencher cette fabrication endogène.
C'est possible, c'est tout à fait possible. Mais il faut déjà déprogrammer, non? Oui. Et Mais donc... si Cathy arrive vraiment à forger son lieu de sécurité, à s'y installer, elle va se déprogrammer au stress. Elle va rentrer dans un cercle vertueux, parce que là, elle a tendance à être dans un cercle vicieux. Il faut casser ce mécanisme, qu'elle comprenne que c'est pas inéluctable, qu'on a toutes les ressources en soi pour s'en sortir, pour être positif, et puis en gros pour être heureux, quoi. Alors que vous avez aussi des astuces pour la vie de couple, parce que l'anxiété, ça joue beaucoup sur aussi la vie de couple. Il y a des déclencheurs qui font que du coup, il suffit de pas grand-chose pour que je me fasse des idées, pour que je me dise ça y est, il s'éloigne. Que je rebondis un petit peu sur le Love Conseil juste avant. C'est forcément des peurs, mais je pense que l'anxiété, c'est des peurs plus ou moins... mais vous avez peur qu'il vous quitte? Vous avez peur qu'il vous trompe? Vous avez peur de quoi? Oui. Ou de tout? Ouais, un peu de tout, mais c'est vrai que la peur d'abandon, elle est là, ça c'est sûr. Oui. Et en fait, comme je vous ai appelé il n'y a pas longtemps, où je vous avais dit que je m'étais mariée depuis peu, et je pense que du coup, c'est une nouvelle situation qui fait que je ne sais pas. C'est depuis que vous êtes mariée que vous avez remarqué que vous étiez encore plus anxieuse de le perdre? Oui, disons que j'ai toujours été anxieuse dans mes relations, mais là, c'est quelque chose qui est acté, qu'il faut que ça marche quoi qu'il arrive. Pourtant, si vous épouse, c'est que vous êtes quelqu'un d'aimable. Vous vous sentez pas aimable? Pas toujours. Et pourquoi? Quand je suis anxieuse, quand je suis chiante, quand je m'énerve parce que j'ai peur, enfin, c'est des réactions que j'ai parce que justement, j'ai peur. Et si c'était justement ça qu'il aimait chez vous, quand vous êtes anxieuse, quand vous n'êtes pas aimable? Peut-être, mais peut-être c'est peut-être une folie douce. Oui, je parce que pas trop, non mais si, c'est facile à comprendre, Cathy. Cette peur de le perdre prouve que vous l'aimez tellement, et donc ça le rassure. Ça, il y a un médicament qui est formidable, qui n'a pas d'effet secondaire, c'est la parole. Et à partir du moment où, de temps en temps, vous programmez, mais vraiment formellement, un jour de débriefing, où vous en discutez avec lui, et où il vous expliquera que il n'y en a pas deux comme vous, et que effectivement, ce qu'il aime chez vous, c'est autant vos accès de mauvaise humeur qu'au contraire vos crises d'amour, et que vous c'est pareil. Mais il va falloir vraiment que vous vous enleviez de la tête que vous n'êtes pas suffisante, il va falloir quand même un petit peu relever votre estime de soi. Ouais, il va falloir, parce que vous vous aimez pas assez, quand même, vous ne vous respectez pas assez, vous êtes quelqu'un de bien, c'est évident. Donc essayez d'en prendre conscience. Peut-être voyez quelqu'un qui va vous aider à augmenter cette estime de soi, et je vois pas comment ça pourrait ne pas aller. D'accord. J'espère qu'il sera capable de formuler ça. Mais voyez, vous êtes toujours en train de douter. Faites-vous confiance et faites-lui confiance. Et peut-être que vous pouvez lui demander de vous enregistrer un petit message qui vous dit qu'il vous aime et qu'il est content de vous avoir épousé et qu'il veut finir sa vie avec vous. Puis quand vous êtes un petit peu anxieuse, vous écoutez ça. Oui. C'est possible, ça? C'est vrai que je ne sais toujours pas ce qu'il aime chez moi parce qu'il a du mal à discuter de ce genre de choses. J'aimerais savoir ce qu'il aime chez moi. Et parfois, si la parole n'est pas facile, ça peut être le dessin, ça peut être la musique, ça peut être n'importe quoi. Il faut trouver un média qui lui corresponde. Mais je pense que l'idée de Brigitte est géniale. J'y avais jamais pensé, mais ça, je vais la rajouter à mon arsenal thérapeutique, comme on dit. Je pense avoir un message enregistré sur son téléphone, qui de temps en temps est rassurant, mais ça peut être, s'il dessine bien, ça peut être une photographie de ce dessin d'amour. Oui, un cœur avec votre nom à l'intérieur, enfin quoi que ce soit, mais une sorte de chose que vous pouvez à ce moment-là, quand vous avez peur, vous voyez, vous rappuyez là-dessus. Vous pouvez la jouer Saint-Exupéry, dessine-moi ton amour. Oui, je vais lui dire, ça va voir ce qu'il va me faire. Oui, si ça se trouve, ce sera génial. Eh oui. Hein? D'accord. Promis? Merci Cathy. Oui, je vais le dire. Merci beaucoup. Cathy. Allez, une petite pause et puis il est déjà temps de conclure avec Patrick Lemoine qui est avec nous et vous pouvez bien sûr réagir. Vous voulez parler à Brigitte Lahaye? 0826 300 300. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, nous sommes avec un homme de Cro-Magnon, Patrick Lemoine. Sapiens, s'il vous plaît. Sapiens. Non mais je dis ça parce que vous aimez bien nous. Et je suis d'accord avec vous. Moi, je pense qu'on se trompe quand on croit qu'on a énormément évolué. Bien sûr qu'on a évolué, mais beaucoup de nos symptômes viennent de nos origines humaines. Hein. La peur du chien, c'est la peur du loup. De nos ancêtres. La peur des araignées, c'était légitime. Le serpent, c'était légitime. Et combien de personnes ont peur du serpent? Alors je sais bien que les psychanalystes y voient un symbole phallique, mais enfin, c'est quand même... Ce que je trouve pour ma part totalement absurde, parce qu'il n'y a pas un symptôme, un symbole. Moi, j'ai jamais vu un pénis ramper comme ça. Rarement. Au mieux, rassurez-vous. Enfin, pas, je m'égare. Sauf si vous avez beaucoup bu, comme les chèvres que vous souliez quand vous étiez petit, Patrick Lemoine. Bon, allez, revenons à nos moutons et non pas à nos chèvres et à l'insomnie. Et Marie-Christine est avec nous. Bonjour. Bonjour Brigitte. Bonjour Monsieur Lemoine. Bonjour Marie-Christine. Un merci appuyé à Brigitte. Je vous écoute quasiment tous les jours et vous me faites énormément du bien. Merci Marie-Christine de votre À croire votre accent, vous êtes d'Amiens ou de Maubeuge, non? Ah non, je suis une ariégeoise. Ah bon? J'habite entre Foix et Saint-Jérôme. Alors. Voilà. Donc, j'arrive en fin de course, là. Bon, tout a été dit, hein. Je me suis retrouvée dans tous vos propos, voilà. Donc, je suis quelqu'un qui, à moi seul, est frappé d'anxiété, de dépression ancienne et de troubles du sommeil toujours présents. Voilà. Alors, ma question était... y a-t-il un problème héréditaire? Mais vous avez répondu à ma question. On suspecte peut-être un gène qui pourrait transmettre l'anxiété. Dans mon cas, ça pourrait aussi s'expliquer par un contexte insécure durant l'enfance, lié à d'énormes problèmes. Mes dépressions étaient plutôt liées à des événements douloureux. Et mes troubles du sommeil sont toujours présents. Alors, j'ai souvent consulté, j'ai pas trouvé de réponse et de remède à mes problèmes. Je me suis réfugiée dans des lectures. Et puis, j'ai 70 ans, donc déjà j'ai beaucoup de recul et je suis en mesure d'expliquer pas mal de choses. J'ai trouvé des remèdes personnels. Comme quoi, par exemple, Marie-Christine? Alors, voilà, je fuis les situations stressantes. Très bien, oui. C'est-à-dire que je vis seule, à la campagne, entourée d'amis, je fais de la marche, je danse et un peu de sport. Et comme cela vient d'être dit, donc, j'ai trouvé des parades à mes troubles, quoi. Voilà. Ensuite, ce qui m'intéresse et dont on ne parle pas assez, c'est le microbiote. Bon, je suis aussi une ancienne infirmière, donc je m'intéresse à tout ce qui est médical, paramédical et voilà. On ne parle pas assez du microbiote et je suis convaincue de l'importance du microbiote dans le fonctionnement de l'être humain. Et de certaines vitamines aussi. Voilà. Je pense que le gène, on ne peut pas le détecter encore, professeur. Non, pas encore. En plus, c'est pas un gène, c'est un ensemble de gènes très complexes, très variés. Mais à vous entendre, Marie-Christine, je me dis que vous êtes finalement quelqu'un de totalement normal. Puisque chaque fois... Mais non, mais je suis sérieux. Là encore, c'est un de mes arguments de ce bouquin. Chaque symptôme a une utilité, et il a une cause, et il a une fonction. Or, vous nous expliquez que si vous êtes anxieuse, c'est que vous avez été insécure quand vous étiez petite, que si vous avez déprimé, c'est que vous avez eu des pertes, vous avez eu des malheurs, et que vous êtes défendu. Quant à l'insomnie, on comprend bien que vous ayez besoin, la nuit, de temps en temps, si vous êtes si insécure, de jouer les sentinelles. Donc vous utilisez la bonne défense face à la bonne situation. Vos symptômes sont à bon escient. Donc vous êtes quelqu'un de normal. Alors après, il faut vivre avec. Il faut trouver effectivement des accommodements. Et c'est ce que vous nous avez expliqué, c'est-à-dire vous fuyez les causes de votre souffrance. Et c'est très bien, continuez comme ça. Et puis en effet, un des meilleurs médicaments du monde, c'est la marche. C'est archi démontré. Même dans une maladie aussi biologique que le trouble bipolaire, 1 heure de marche par jour a été montré presque aussi efficace que les médicaments anti-rechute, ce qu'on appelle les thymorégulateurs. Donc vous faites tout juste, tout bien.
reste le microbiote, dont on sait qu'effectivement, il sécrète énormément de produits bien pour nous, et qu'en plus, si on n'en prend pas soin, il y a des inflammations digestives qui se transmettent au cerveau. On pense maintenant qu'il y a un lien entre le microbiote et la maladie de Parkinson, et la maladie d'Alzheimer, et la sclérose en plaques. Donc, effectivement, les psychiatres, en particulier les médecins en général, ne prennent pas assez soin de ce microbiote. Les probiotiques, les alimentations équilibrées, les vitamines, les oméga 3, tout ça, c'est complètement important. Voilà. Donc, le fait que vous disiez que nous sommes des gens normaux me réconforte énormément parce qu'on se heurte aussi à des incompréhensions. Et surtout de la part de nos proches. Bon, je citerai pas de nom, mais cette incompréhension est une douleur. Parce qu'on ne se met pas à la portée des gens et on vous renvoie au psychiatre. Voilà ce que je voulais dire. Et cette émission m'a fait énormément de bien. Voilà. Continuez à être normal et surtout ne soyez pas dans la norme. C'est pas votre style. Oui. Des fois, j'ai des graines de folie, oui. Non, oui, mais tant mieux. Je crois, enfin, c'est comme ça que j'ai présenté ce livre et on voit bien, Patrick Lemoine, que vous avez rassuré beaucoup de personnes. Parce que oui, on entend souvent Marie-Christine, oui, Taka, Faucon, voilà, etc. Oui. Mais non, quand on est hyper émotif, quand on est très anxieux, eh ben oui, c'est plus compliqué, c'est plus difficile, mais en même temps, c'est possible. Alors moi, j'ajouterais juste une petite ordonnance, Marie-Christine, parce que vous avez beaucoup d'amis et ça c'est très bien parce que vous êtes entourés et on n'est pas des animaux solitaires, donc c'est bien. Vous marchez, c'est formidable. Vous dansez, en plus c'est très très bien. Lucie Vincent rappelle, qui est neuroscientifique, rappelle que la danse est un excellent qui est universel. Moyen de reconnecter nos neurones, etc. etc. Moi j'ajouterais juste un tout petit peu de masturbation. Parce que ça fait du bien aussi. Mais j'ai une vie sexuelle, Brigitte. Ah bah alors, tout va bien. Mais je croyais pas, la masturbation est remboursée par la Sécu. Ça devrait. Ah bah écoutez, pour une fois qu'il y a une chose qui fait du bien pour notre santé et qui peut être praticable n'importe quand, n'importe où, enfin n'importe où, peut-être pas exagérer. Oui. Non, mais je veux dire que je fais des rencontres. Quoi. Bah alors, voilà. Parce que vous nous avez dit que vous étiez seule, alors moi c'est pour ça que je me disais... Je vis seule parce que la vie à deux, par rapport à tout ce vous avez évoqué auparavant, ça génère de la souffrance et de l'anxiété aussi. La peur de l'abandon, la peur de ne pas être assez aimée. Enfin, moi, je souffre de tout ça, quoi. Je persiste, Marie-Christine, vous allez vraiment bien. Continuez comme vous êtes. Ne cherchez pas à être dans la norme, c'est pas votre style. Vous avez une originalité, vous avez réfléchi, vous avez élaboré. Bravo, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais il y a une chose quand même, j'en profite parce que je pense que c'est de ça dont vous parlez, Marie-Christine. En fait, vous devez surtout avoir des critiques d'autres femmes parce que les femmes, quand on sort du lot, elles aiment pas ça. Hein. Il y a une sorte de... Non ? Alors, je ne sais pas comment je suis perçue par les femmes. Bon, mes amis me comprennent, ça, c'est bien. C'est surtout par rapport à deux membres de ma famille féminine, qui me font beaucoup souffrir. Voilà. Bah, prenez de la distance, hein. Vous laissez pas embêter par des personnes qui... C'est ce que je fais un peu. Mais ça, dans les familles, de toute façon, dès qu'on sort un peu du lot, on est stigmatisé, hein, Patrick Lemoine. Oui, vous savez bien, le fameux famille je vous hais, c'est-à-dire qu'on ne choisit pas sa famille. Et effectivement, on a tous, dans chacune de nos familles, des gens pas très bienveillants, jaloux. Votre atypicité, votre finalement mépris des conventions, forcément n'est pas accepté de tout le monde. Ouais. Mais tant pis, prenez vos distances. On voit bien que vous êtes capable complètement de trouver des compromis. Donc, continuez. Et puis je précise de toute façon que ce soit des familles dysfonctionnelles ou des familles qui vont bien, c'est pareil. Hein. Il y a toujours le vilain petit canard. C'est pas spécialement votre famille qui était certainement évidemment pas terrible puisque vous avez bien parlé de votre enfance. Merci en tout cas Marie-Christine. Patrick Lemoine. Donc on va conclure. Ça s'appelle À quoi servent les symptômes. C'est aux éditions Odile Jacob. Vous parlez évidemment de beaucoup de symptômes. Hein.
hein. On a surtout parlé de l'anxiété, mais il y en a beaucoup d'autres dans ce livre. Et vous commencez surtout par un chapitre intéressant qui montre que oui, l'humanité évolue, mais pas si vite que ça, hein, on l'a dit aussi. Mais vous abordez aussi la toxicomanie, la psychose, Alzheimer. Donc je précise, hein, pour ceux qui nous écoutent, s'ils ont envie, hein, de découvrir d'une autre manière tous ces symptômes, je pense que c'est un livre qui peut vraiment nous rassurer tous, et bravo. Et j'espère faire rire un peu. Oui, de toute façon, votre humour, mais on a compris maintenant, c'est parce que c'est une bonne manière d'aller bien que vous avez gardé votre humour. Ça doit être ça. Bon, en tout cas, merci beaucoup Patrick Lemoine, c'est aux éditions Odile Jacob, et puis je vous dis à une prochaine fois, bien sûr. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne. Et demain, on retrouve un de vos collègues, hein, il est pédopsychiatre, il s'appelle Stéphane Clerget, il lui aussi vient de sortir un livre sur notre cerveau, donc il nous en dira peut-être un peu beaucoup, mais j'avais envie avec lui de revenir sur cette fameuse éducation à la sexualité. On entend tout et son contraire depuis quelque temps. Il avait écrit, je crois que c'était dans les années 2000, un livre, Nos enfants ont aussi un sexe, et on abordera ce sujet avec lui, avec Stéphane Clerget. Merci beaucoup Patrick Lemoine. C'est moi Brigitte. Et je vous souhaite une bonne fin de journée avec Alexandre Delevanne. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.